J'ai enregistré une intro nickel à peu près 30 fois en studio, à l'extérieur, et puis je réécoute et je me dis non, c'est trop lissé, il y a pas assez d'aspérité, c'est pas assez brut, c'est pas assez vivant, c'est pas assez vrai. Donc voilà, ça va être la nouvelle intro. Vous êtes sur le podcast Flamboyante, un podcast qui parle des femmes qui entreprennent, des femmes qui ont de l'audace, des femmes qui, à mes yeux, sont remarquables, qui incarnent parfaitement l'adjectif flamboyant d'eux. Ces femmes, elles sont plurielles parce qu'elles sont multifacettes, elles osent y aller, elles en ont sous le pied. Elles ont pris des chemins de traverse, elles sont audacieuses, elles sont sensibles, elles sont intègres. Elles tentent l'alignement, et je dis elles tentent parce que c'est pas toujours facile. Elles se respectent, elles respectent leurs valeurs, et ça me touche beaucoup. Donc ces femmes qui créent, qui entreprennent, qui créent des boîtes, qui enferment, qui proposent des nouveaux services, des nouveaux produits, qui offrent du sens, qui offrent de la valeur à nos univers, à nos vies. Ce sont ces femmes que je vais rencontrer, ce sont ces femmes que je vais interviewer et ce sont ces femmes que je vais vous présenter. Donc bienvenue sur le podcast Flamboyante, un tout nouveau podcast créé par Sabine Reynard, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'envie. Je vous souhaite une bonne écoute, une belle journée et je vous dis à bientôt. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Ah non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Bouchée double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Il y a 10 ans, Gaëlle Baldassari s'est emparée d'un sujet dont personne ne parlait. Alors je crois que c'est 8, c'est pas 10, mais c'est quasiment pareil. Elle a pris... L'aventure a commencé il y a 10 ans, on en parlait. Voilà. Le sujet est arrivé il y a 8 ans. Bon ben voilà. Elle a pris le sujet des règles et du cycle menstruel à bras-le-corps, et c'est peu de le dire, et est littéralement partie en croisade. Depuis, elle a écrit 2 livres, a accompagné des milliers de femmes sur le cycle, a animé des tonnes de conférences, écrit des dizaines d'articles de blog, été invitée sur des centaines de plateaux télé. Elle a créé un club Kiffe ton cycle, formé des ambassadrices qui diffusent le message dans toute la France et la francophonie, a co-créé un programme autour de l'endométriose, etc., etc., etc. On peut dire que Gaëlle est la représentante de l'éducation menstruelle, la porte-parole des règles et de tout ce qui a attrait au cycle. Gaëlle Baldassari soutient l'idée que le cycle menstruel est une source d'empowerment pour toutes les femmes et que mieux le connaître et mieux le vivre permet de le mettre à son service et au service de ses plus grandes réalisations. Elle a œuvré seule, a eu des salariés et une équipe, est repartie solo. Bref, je suis ravie d'accueillir Gaëlle qui incarne à merveille la flamboyance entrepreneuriale telle que je souhaite la présenter ici. Et j'ai oublié de dire que je t'avais déjà interviewé il y a 5 ans pour un magazine de la presse écrite, donc on se connaît un tout petit peu mais pas beaucoup. Et je crois qu'on a plaisir à se retrouver. Donc bienvenue Gaëlle. Merci beaucoup d'être ici sur le podcast Flamboyante. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton humeur du jour et puis également te présenter comme tu le souhaites? Bien sûr. Alors bonjour Sabine, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'être là avec toi et avec vous tous et toutes qui nous écoutez. Alors, me présenter comme je sais déjà, merci pour la présentation. Alors, les centaines de plateaux télé, je suis pas certaine. Mais par contre, globalement, effectivement, alors, pareil, la représentante de l'éducation menstruelle aujourd'hui en francophonie. En tout cas, je fais partie des porte-drapeaux, mais j'ai vraiment pas la prétention d'être toute seule, heureusement, parce que clairement, il y a un tel travail que heureusement que je suis pas toute seule sur le sujet. Mais en tout cas, merci, j'étais très honorée de cette présentation. Donc effectivement, je suis Gaëlle Baldassari, je suis la créatrice de Kiffe ton cycle. J'ai commencé par travailler une quinzaine d'années dans la banque et puis ma fille est née. On pourra en parler ensemble d'un parcours de procréation médicalement assistée. Et en fait, à partir de là, je me suis dotée d'une mission de faire que l'égalité femmes-hommes soit plus présente dans la société. Et c'est vrai que cette mission a commencé par l'empowerment des femmes et est arrivée sur le cycle. Et à un moment, il y a eu cette prise de conscience de se dire: est-ce que finalement le cycle ne serait pas le dernier plafond de verre qui n'a pas été repéré au-dessus de la tête des femmes? Et c'est à partir de là que je me suis saisie du sujet. Waouh!
Alors justement, est-ce que tu peux nous dire ce qu'Entreprendre t'a appris aujourd'hui à travers ce sujet qui est vraiment un sujet, on va dire, qui était tabou il y a 8 ans et que, moi, sincèrement, quand je t'ai repéré il y a 7-8 ans, que je te voyais sur les plateaux qui étaient en train de répondre, je me disais, oh la pauvre, c'est compliqué de parler de ce sujet. Je me mettais à ta place et je me disais, waouh, elle est vraiment hyper courageuse d'aller défricher ce sujet, d'utiliser des mots qu'on n'entendait jamais et de nous parler de la réalité, de la vraie vie, de ce qu'on vit toutes mais dont on parlait pas. Donc qu'est-ce que ça t'a appris tout ça à aujourd'hui? Puis après bien sûr on va rentrer dans les détails de cette aventure. Alors c'est vrai que quand j'ai commencé, ça faisait friser le nez, comme on dit. C'est vrai qu'il y avait des réactions un peu atypiques. Après, pour être sincère avec toi, je crois que j'adorais ça. Je crois que je trouve ça moins drôle maintenant que tout le monde trouve ça normal. Je suis presque à me dire, bon, c'est quoi le prochain sujet bizarre parce que j'aimais bien cette petite lueur d'interrogation que ça pouvait créer. Et puis je me disais, là, il y a un vrai sujet. Je veux dire, si on est capable de créer l'émoi ou le silence dans une assemblée juste en annonçant le métier qu'on est en train de faire, c'est qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Et j'avoue que j'aimais beaucoup ça. Après, je suis ravie aujourd'hui de voir que ça crée beaucoup moins cet émoi et que ça semble un peu plus normal. C'est aussi plaisant. Qu'est-ce que ça m'a appris? Mais ça m'a appris tellement de choses. Mais je pense que la première chose, en réalité, c'est qu'en allant à la rencontre du cycle menstruel, je suis allée à la rencontre de tous les cycles. Que tout était cycle. Aujourd'hui, dès que quelqu'un me parle de la situation de son entreprise, l'état de sa famille, la situation dans sa vie, enfin tout. Et en fait, je me suis rendu compte que tout est cycle. Et que ce qu'on va baptiser comme négatif, comme positif, en réalité rentre dans un cycle. Et à partir du moment où on voit cette vie comme ça, forcément, tout est impermanent. Et cette impermanence, je sais que les bouddhistes y sont très attachés. Moi, j'avais pas du tout cette culture-là de base. Cette impermanence, elle permet de mettre du mouvement partout et surtout de voir que les moments de contraction sont des moments qui servent le grand projet dans l'ensemble. Et donc, forcément, moi, en tout cas, ce que ça m'a permis peut-être le plus, c'est de m'apaiser face au fait que quelque chose ne soit pas linéaire. Moi, je viens d'un monde où la linéarité est la norme absolue. Je veux dire, la banque, on fait des graphiques tout droits qui montent de préférence et basta. Et donc, je viens de ce monde-là et c'est vrai que j'ai appris que finalement tout était cycle, y compris, tu vois, même la bourse vit des cycles, en fait, tout vit des cycles. Ça, c'est passionnant. Et alors, j'imagine que tu vis ton aventure entrepreneuriale et puis ton entreprise de la même manière. Donc, est-ce que tu peux nous décrire les grandes lignes, les grands cycles, si tu en as déjà vécu plusieurs ou un complet et tu en redémarres un autre? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, en fait, on en vit des petits dans des grands, bien sûr, c'est une évidence, mais en fait, l'entreprise clairement vit ses cycles. Moi, je suis passée par, on peut dire un grand cycle, clairement qui a été de la croissance, des embauches. J'ai commencé, en fait, cette aventure, elle a commencé en association. Je suis passée en micro-entreprise. La micro a pas tenu très longtemps parce qu'en fait, je suis vite arrivée sur des procédés qui faisaient que le modèle économique de la micro fonctionnait pas. Donc, j'ai créé une entreprise. Donc ça, c'était il y a presque 6 ans maintenant. Dans quelques semaines, on va fêter l'anniversaire des 6 ans. Et après ça, j'ai été seule. Puis, j'ai eu une collaboratrice en alternance. Et bon, on a fait cette petite équipe-là tranquillement, qui a démarré énormément de choses. Donc Solène, je la cite ici si elle nous écoute, parce que vraiment, elle m'a permis de faire prendre de l'ampleur. C'est elle qui a ouvert le compte Instagram, par exemple. Moi, je n'avais jamais ouvert Instagram, je ne savais pas faire. Donc heureusement, voilà. Et puis qui m'a pas mal challengée. Elle n'était pas de la même génération que moi, et donc on s'est beaucoup challengé l'une l'autre. Et il y a eu donc ce démarrage-là, et puis ensuite une deuxième collaboratrice, puis l'équipe a monté et on est arrivé jusqu'à 8 personnes dans cette équipe. Donc 8 personnes dans un bureau en présentiel, parce que c'est plus à la mode, donc je le pose ici, parce que maintenant il y a plein
d'entrepreneurs aussi qui disent « Ah, j'ai une grosse équipe », mais en fait, ce sont que des freelances. Là, on est en train de parler de salariés au bureau, à Rennes, qui venaient dans nos bureaux, etc. Donc, on a fait gonfler cette équipe, elle a grandi. Il y a eu un stade où moi, à ce moment-là où l'équipe grandissait, j'étais aussi en train de me dire est-ce qu'il ne faut pas aller chercher des fonds à l'extérieur pour accélérer encore la croissance. Donc j'ai commencé à pitcher pour pouvoir avoir une levée de fonds. Quand je dis pitcher, c'est pas que, j'avais fait tout le dossier, tout le travail, etc. Et j'étais dans la phase d'aller chercher des personnes qui venaient rajouter du capital dans l'entreprise pour rajouter de l'argent. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, le projet s'éloignait de plus en plus de qui j'étais. C'est-à-dire que les collaboratrices me demandaient une forme de régularité que je ne suis pas. Du coup, je culpabilisais de ne pas être cette chef toujours sur le pont à fond, etc. Parce que c'est pas moi. Moi, il y a des moments où j'ai besoin d'être dans mon canapé à rien faire et d'autres moments où je suis hyper productive. Donc, je sentais ce différentiel-là qui était complexe. Ensuite, je voyais bien que les investisseurs, les personnes qui étaient prêtes à investir voulaient quelque chose de particulier, attendaient des éléments, de la récurrence, des éléments, etc. Et je sentais que c'était pas moi, mais en même temps, si je voulais lever des fonds, il fallait que j'accepte ça. Et je sentais que ça tendait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, les chiffres ont été de plus en plus difficiles à faire. Donc, en fait, on a une augmentation de la masse salariale, donc une augmentation claire des dépenses, et de plus en plus de mal à réussir à sortir du chiffre d'affaires. Et donc, on a un effet ciseau que beaucoup d'entrepreneurs constatent dans leur vie d'entrepreneur, c'est-à-dire accroissement des charges, diminution des revenus. Même si la diminution des revenus n'est pas énorme, l'accroissement des charges était tel que les lignes se croisent. Et que là, mon passé d'ancienne banquière me sauve la vie, en tout cas sauve la vie de mon entreprise, parce que moi, j'allais pas mourir si l'entreprise s'arrêtait, mais sauve la vie de mon entreprise. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'argent sur le compte, et pourtant, je dis, c'est maintenant qu'il faut tout couper. Si on stoppe pas tout maintenant, si on n'appuie pas sur le bouton rouge et expulse maintenant, l'entreprise se crache dans 3 mois. Wow. Donc on est là, on est en début avril, fin mars, début avril, et là je dis en gros cet été l'entreprise se crache si c'est pas maintenant qu'on fait sauter tout. Et donc je prends quasiment du jour au lendemain la décision de licencier l'intégralité de l'équipe. Et c'est une libération pour toi, quelque part? Alors, sur le moment, non. Voilà, oui, évidemment. Sur le moment, c'est un échec. Non, mais c'est intéressant de le dire aussi, parce que c'est tellement facile de raconter l'histoire une fois qu'on connaît la suite. Oui, la suite est plutôt joyeuse, mais la réalité du moment, c'est que c'est l'échec de ma vie. Je veux dire, je pleure toutes les larmes de mon corps. J'ai embarqué ma meilleure amie dans l'aventure. Je vais devoir la licencier comme les autres. Et puis, j'ai pas créé cette équipe pour qu'elle s'arrête. Enfin, moi, je la trouve top. Alors après, je comprendrais plein de choses de moi et du coup de la relation à l'équipe. Mais à ce moment-là, moi, je trouve cette équipe top. Je trouve les personnes recrutées géniales. Et c'est l'échec de ma vie. J'ai jamais connu un tel échec. Donc, je pleure. J'ai la chance d'être soutenue par une directrice opérationnelle que j'ai recrutée, qui fait partie des personnes qui vont partir et qui pour autant reste là, à mes côtés. Et me dit, je suis avec toi, on va faire les entretiens ensemble, on va faire ce qu'il faut, etc. D'avoir une avocate géniale qui me soutient aussi et qui m'aide pour tout le processus, parce que l'air de rien, quand on n'a jamais fait de licenciement économique de sa vie, c'est normal, c'est tout un protocole, un processus. Et puis je vais aussi avoir la start-up manageuse du village by CA où on est, donc c'est un incubateur d'entreprise où on est hébergé, qui va aussi être présente et qui va me dire, mais Gaëlle, c'est une décision terriblement courageuse que de décider de le faire alors qu'il reste de l'argent dans l'entreprise. D'autres auraient craché l'entreprise pour pas prendre la responsabilité de faire ce que tu es en train de faire maintenant. Oui, parce que finalement, là, c'est une fin... alors, elle est malheureuse, mais elle est propre, entre guillemets, étant donné que tu as pu assumer... Alors, telle que moi je la vois, oui, parce que tous mes clientes on continue d'être servies, on continue d'avoir accès à leur programme, etc. Il y a une des collaboratrices qui, dans l'entretien, m'a dit « Mais pourquoi tu craches pas l'entreprise? On serait plus protégés. Oui. Donc, en fait, c'est toujours une question de point de vue. Ça. Ce à quoi j'ai répondu, écoute, moi, j'y travaille jour et nuit, clairement, depuis 5 ans.
j'y passe absolument toute ma vie. Je n'ai aucun parachute. Moi, j'ai payé l'assurance chômage pour vous tous, hein. Mais moi, par contre, je n'ai aucun parachute. C'est-à-dire, si cette entreprise s'arrête, tout s'arrête avec. Je perds tout. Je perds la marque. Je perds absolument tout. Donc non, en fait, je ne vais pas cracher l'entreprise vis-à-vis de la mission que j'ai, vis-à-vis des clientes que j'ai envie de continuer à servir et que je peux continuer à servir. Donc voilà, mais à ce moment-là, quand tu dis c'est propre, bah c'est propre pour moi, mais ça l'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours intéressant de se rendre compte que, tu sais, j'aime beaucoup, il y a Chloé Bloom qui parle de travailler sa désagréabilité. Il y a Frank Lovey aussi qui est à ce niveau-là et quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, c'est de comprendre que je peux me draper dans ma blancheur, de me dire que moi j'ai fait les choses bien. Pour autant, de mon point de vue, oui, mais d'autres l'ont vécu autrement et je suis complètement OK pour voir qu'ils l'ont vécu autrement. Bon, de ton point de vue à toi, t'as déjà traversé un sacré tunnel. Et là, si on revient à la source, à la genèse du projet, qui donc il a continué quelque part. T'as pu renaître de tes cendres après ce crash. Ouais, juste peut-être avant la genèse, qui peut être intéressant parce que tu me parlais de cycle juste avant, c'est la prise de conscience que du coup, cette période-là, c'est la période donc que je passe là dans le tumulte, dans la difficulté, dans la complexité. Finalement, alors dans ma métaphore, je suis dans le tube de la vague, mais on pourrait dire que on est dans la phase de marasme qui précède le moment de pause. Et en fait, je sors de ce marasme, il y a plus d'argent sur le compte. Et pour autant, parce que j'ai conscience que tout est cycle, eh bien, je vais prendre la décision de faire une pause. Ah, toi, tu l'as fait physiquement, moralement, personnellement, tu fais une pause. Je me repose et d'ailleurs je vais écrire mon 2e livre à ce moment-là parce que je vais chez mes parents à la campagne et je me pose concrètement parce que je sais que c'est pas le moment de tenter de vendre dans l'énergie de la peur. Donc je mets tout en pause, je stoppe tout et pendant 2 mois il y a rien qui va sortir de l'entreprise. Donc quand il y a rien qui sort, il y a rien qui rentre. On va se le dire, quand je dis rien qui sort, c'est il y a pas de communication commerciale et j'ai vraiment cette conscience que dans un cycle, il faut qu'après le marasme, il y ait un temps de repos. Avant de repartir sur une Et en septembre, j'ai senti l'énergie remonter. J'ai fait une première action avec très très peu d'énergie, avec un partenaire qui faisait vraiment l'action pour moi. Et un immense merci pour ça, avec Mathieu Vénis, qui est venu auprès de ma communauté présenter ce qu'il faisait. Et j'adore ce qu'il fait, donc du coup... Et ça a relancé les choses et ça m'a remise en énergie. Et après, je suis repartie, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre ça. C'est-à-dire que c'est facile de voir après, la belle histoire. Mais la réalité, c'est qu'il y a le marasme, il y a le repos, il y a vraiment le temps de pause où j'ai tout lâché alors que j'étais terrifiée, qu'il n'y avait plus d'argent sur le compte. Vraiment, on a touché le niveau 0 sur le compte. Mais je fais quand même cette pause parce que je me dis, si je repars pas avec une belle énergie, en fait, je vais m'épuiser moi-même. Et je vais cracher le projet 2 mois plus tard. Alors, il y a quelques années, quand je t'avais interviewé, tu utilisais une symbolique très forte que j'ai toujours en moi, qui est celle du surf. J'ai l'impression que elle est peut-être un tout petit peu moins présente en ce moment, même si je pense que c'est tes fondations, non ? Je sais pas, je l'ai pas. Ouais, non, elle est toujours très très présente. Et d'ailleurs, pour te dire, on va la remettre au bout du jour dans l'entreprise. Donc, bravo. Parce que là, je la sentais un tout petit peu plus en arrière-plan. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que moi, j'avais trouvé ça génial à l'époque et ça me porte toujours, d'ailleurs ça fait toujours partie de mes pensées, justement dans cette histoire de cycle avec ces 4 moments clés. Est-ce que tu peux nous les décrire, parce que finalement ce que tu dis du cycle menstruel, on peut le dupliquer à tous les domaines de notre vie et ce que tu vas nous présenter là dans quelques instants, on peut le dupliquer à tous les domaines de notre vie. Ah mais complètement, et combien d'hommes ont lu mon livre finalement pour plein de raisons, ça leur est arrivé entre les mains, ils se sont dit mais moi je me reconnais complètement là-dedans. Donc c'est clairement, oui, le cycle menstruel passe par ces étapes-là et je vais vous les présenter, mais ça vaut pour tout, puisque là moi je viens de vous parler de mon entreprise et que c'est exactement la même chose qui s'est passée. Donc, et donc en fait effectivement je me suis rendu compte que le cycle fonctionne exactement comme une session de surf. Et du coup, en fait, on va passer par les différentes étapes de la session de surf tout au long du cycle et on va commencer cette session de surf posée sur notre planche. Tranquille, j'attends la vague. Et donc ça, c'est le moment de repos, le moment d'introspection, où je peux aussi me poser la question de qu'est-ce qui s'est passé dans la vague précédente, où est-ce que j'ai envie d'aller surfer la prochaine. Voilà, c'est le moment où je suis pas dans l'action, je suis juste en train de me dire, tiens,
je fais le bilan et je prépare la suivante. Je prépare les plans pour la suivante. Et puis ensuite, je sens que l'énergie remonte. Alors c'est vrai que dans le cycle menstruel, c'est aidé par les hormones, parce qu'on va avoir les œstrogènes qui vont commencer à monter. Mais dans tous les cycles, après le repos, on sent que l'énergie remonte en réalité. Et dans cette énergie qui va remonter, on va aussi sentir qu'on a beaucoup envie de se mettre en action. Et donc sur ma planche, quand je vois la vague qui arrive derrière, je commence à me mettre à ramer. Et donc je suis dans ma prise d'élan. Et dans la prise d'élan, c'est le moment où dans notre vie, assez facilement, on va se mettre à faire beaucoup de choses. Beaucoup d'actions, beaucoup de réalisations. Donc plus on a fait les plans avant, plus on sait dans quelle direction on doit aller pour ramer. Et donc plus on se met en action de façon efficace. Et puis ensuite, vient le moment où ça y est, je suis portée par la vague. Et donc en fait, je vais pouvoir me mettre debout sur ma planche. Debout sur la planche, donc dans le cycle menstruel, c'est l'ovulation. C'est la période où on est à notre apogée quelque part du rayonnement. Mais en fait, debout sur la planche, c'est le moment dans un cycle, quel qu'il soit, où on va moins avoir besoin de faire et on va plus se mettre en relation avec les autres, en interaction avec les autres. Peut-être je vais communiquer sur mon projet, je vais peut-être échanger avec les gens, je vais me nourrir de ce qui se passe à l'extérieur. En tout cas, c'est vraiment l'action d'être vers l'extérieur. Mais je dis d'être, pas d'aller vers l'extérieur. Voilà, je suis. Je suis et je rayonne et je suis debout sur ma planche. Et ensuite, on descend dans le tube de la vague. Alors, le tube de la vague, donc dans le cycle menstruel, c'est la période prémenstruelle. Dans le cycle que je viens de vous présenter juste avant dans l'entreprise, c'est cette période un peu de marasme potentiellement. Parce que le tube de la vague, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend bien compte que dans ce tube, ça fonctionne un peu comme un tunnel. C'est-à-dire le soleil arrive bien moins jusqu'à moi. Les autres, finalement, j'en ai un peu rien à faire, qui me regarde ou qui me regarde pas, je suis beaucoup plus moi-même finalement dans ce tube, protégée par ce tube. Et en même temps, ça va être un moment où je vais pouvoir voir tout ce qui ne va pas. Donc je vais avoir un œil critique parce que le tube va faire un peu l'effet de résonance comme ça, il va pouvoir me faire résonner ce qui ne va pas, donc amplifier tout ce qui ne va pas dans ma vie. Et j'aime bien dire que c'est un moment aussi où on est apte à faire l'audit de notre vie, de notre projet, de notre situation, quelle qu'elle soit. En tout cas, c'est le moment où quelque part, après avoir été en relation avec les autres et avoir nourri les relations avec les autres, on nourrit les relations à soi. Et quand on nourrit les relations à soi et qu'on n'est pas complètement aligné dans sa vie, ça peut venir nous chercher fort. Donc ça peut créer cette période de marasme, je dirais, mais moi j'aimerais un jour écrire le livre qui pourrait s'appeler L'éloge de l'inconfort, parce qu'en réalité on n'a pas appris à vivre l'inconfort dans notre société parce qu'elle a été récupérée par le marketing et qu'on nous dit qu'à chaque inconfort il y a un truc à acheter. Et en réalité, moi j'aimerais tellement qu'on apprenne aujourd'hui à faire la différence entre ce qui est souffrant, et ce qui est souffrant n'est pas normal, et ce qui est inconfortable, et ce qui est inconfortable nous pousse vers la réalisation des choses. Et oui, le tube de la vague est potentiellement la période la plus flippante et la plus kiffante de tous les cycles. Parce que ça nécessite une forme de déconstruction de ce qui était mis avant pour revenir à soi et à son essence. Et puis, comme c'est un cycle, ce qui est génial, c'est qu'après cette période où ça chahute un petit peu, on va pouvoir se poser de nouveau et de nouveau se mettre tranquille sur sa planche et se ressourcer. Waouh! Bon, je pense que là, on peut tous et toutes intégrer ces phases qu'on peut observer dans nos vies. Et c'est vrai que c'est moins inquiétant quand on regarde avec cette symbolique en tête et on se dit « Ah, c'est bon, je suis dans le tube de la vague, mais après, je vais me remettre sur ma planche tranquille et je vais pouvoir me poser. » Il y a ça, et puis il y a surtout qu'est-ce que je peux prendre dans chaque phase, parce que finalement, quand je suis dans le tube de la vague, même si notre société aujourd'hui nous a appris à détester ce qu'on est, en fait, on est beaucoup plus en relation avec nos aspirations profondes. On repère peut-être tout ce qu'on ne peut pas supporter, qu'on a supporté jusque-là, tout au long de notre cycle, tout au long d'un projet ou je ne sais quoi. Là, c'est le moment où, quelque part, les masques tombent. Et moi, aujourd'hui, c'est une de mes périodes préférées, parce que je trouve que quand le masque tombe et que je me vois moi-même, et qu'en toute sincérité avec moi-même, j'ai des critiques à me faire, mais j'ai aussi des joies à apporter, et j'ai aussi des stops à dire à l'extérieur, et je trouve ça magique. Et c'est le moment où on peut vraiment se rejoindre, se retrouver et se réajuster avec des choses qui sont importantes pour soi. Moi, j'aime bien dire que si on n'accepte pas de vivre l'inconfort du tube, on vit une vie à côté de nos pompes. De façon à peu près certaine.
Alors toi, tu as vécu une vie à côté de tes pompes, peut-être au début de ta vie professionnelle. Je m'avance. Ouais, clairement. Est-ce que tu peux nous parler de cette première phase pro et puis des éléments déclencheurs, du déclic, puisque moi je me rends compte dans les parcours de femmes, d'hommes qui m'accompagnent, qui sont autour de moi, que ça vient toujours d'un challenge. Il y a beaucoup d'entreprises qui naissent d'un challenge ou d'un défi personnel parce qu'on a cherché à régler quelque chose, on a été troublé par quelque chose, on devient expert de cette chose et ensuite on le transmet aux autres. Et toi, voilà, je veux bien qu'on ait ton... Ah ouais, clairement. Moi, j'ai travaillé 14 ans dans la banque et pendant cette petite quinzaine d'années, en réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait carrière. Voilà. Et j'en suis ravie. Il faut voir que je fais pas partie des anciennes banquières repenties qui disent c'était un monde horrible, gris et tout. Honnêtement, j'ai adoré bosser là-bas. J'ai adoré. J'ai adoré chacun de mes métiers. J'ai adoré vraiment parce que ça m'a apporté énormément de croiser des gens, de voir des projets. Enfin, bref, c'est quelque chose qui m'a nourrie. Et en plus, j'ai eu la chance et en même temps le travail qui allait avec d'évoluer et d'avoir des postes intéressants. J'ai commencé au guichet, je suis ensuite devenue chargée de clientèle, j'ai ensuite été responsable au niveau du siège du sujet des petites et moyennes associations. Je suis redevenue directrice d'agence ensuite, et puis ensuite j'ai terminé en étant responsable de l'animation commerciale des particuliers au niveau national. Je me suis éclatée et j'ai évolué en 15 ans, tu vois, le nombre de postes que j'ai pu faire. Voilà, donc déjà, la première chose, c'est de dire, je suis pas en train de dire que c'était un monde atroce et que maintenant je suis dans le monde des business, parce que c'est faux. J'ai adoré ce que j'ai fait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que qui j'étais moi là-dedans. Et ça, c'est intéressant. C'est que à la fois, j'adorais mon métier et à la fois, j'ai quand même passé 14 ans, 15 ans à espérer qu'on ne remarque pas que j'avais des zones d'incompétence. Donc à faire en sorte de les masquer, de me montrer toujours solide, toujours et puis c'est vrai, il y a eu des gros défis à relever, j'étais fière de moi de les relever, mais je me suis complètement oubliée. Moi, je travaillais de tôt le matin à très tard le soir. En plus, je faisais mon master en cours du soir. En plus, enfin bref, il y a une époque de ma vie, mon conjoint n'aurait pas été chez nous pour aller faire les courses, je partais avant l'ouverture des magasins, je rentrais après la fermeture des magasins, sachant que j'étais à Paris et que les magasins ferment tard. Et je travaillais le samedi, donc en gros le dimanche je passais ma journée à dormir. C'est pas un rythme tenable. J'étais clairement addicte à ce rythme un peu fou parce que je le trouvais grisant. Et dans ce rythme-là, je m'écoutais pas du tout. Et j'avais à peu près mes règles 3 fois par an. Et j'allais quand même voir des médecins parce que j'avais cette conscience que c'est important d'être suivie. Donc j'avais mon suivi annuel gynécologique, etc. Et en fait, les différents médecins que j'ai vus, parce que comme j'ai déménagé pas mal, j'ai eu différents médecins. En fait, c'était un non-problème pour eux que j'ai 3 fois par an mes règles. Donc moi, je les écoutais. Et à l'époque, je faisais terriblement confiance aux médecins. Et donc, ok, si c'est pas un problème, c'est pas un problème, génial. J'ai même un médecin qui m'a regardée presque nue une fois que je m'étais enfin levée de la table où j'avais été déposée comme ça, et qui m'a dit, vous, vu comment vous êtes faite, madame, vous n'avez pas de problème hormonal. Enfin voilà, ce genre de choses qui sont aberrants aujourd'hui, mais dont je me rends compte. Et puis, arrive le moment où, avec mon conjoint, on se dit, ça serait bien d'avoir un enfant. Et puis moi, très confiante en la nature, je me dis, on attend, tranquille, on laisse passer, on attend et tout. Et puis 1 an, puis je commence à aller voir une chiropraticienne, à voir un naturopathe, tout ça. Puis je retourne voir les médecins. Et puis là, j'ai un nouveau gynécologue qui me dit, mais avec des cycles, avec des règles 3 fois par an, on est d'accord que ça va pas marcher, madame. Bon, ok. Donc là tombe le diagnostic syndrome des ovaires polykystiques. Vous n'aurez pas d'enfant sans nous. C'est un diagnostic définitif. On peut rien faire. Là, maintenant, va falloir passer par la procréation médicalement assistée. Donc, moi, je suis en mode projet à l'époque. Vraiment, je suis directrice d'agence bancaire en mode projet, donc direction. Procréation médicalement assistée, c'est bon, on y va, c'est un projet comme un autre, on va le réussir. Quels sont les points de passage, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et vraiment, je le prends comme ça. Et c'est vrai qu'au moment où je vais commencer à m'injecter les hormones, je vais ressentir des fluctuations d'humeur et d'énergie que j'ai jamais vécues, qui sont juste énormes. Je me sens balayée par la vague, c'est le cas de le dire. Là, je suis pas du tout en train de surfer. Et quand j'en parle à mon médecin, le médecin dit « Oh non, ça doit être juste le stress de vouloir avoir un enfant. »
Donc déjà, la première balise, c'est ça, c'est que moi, je suis confrontée à des hormones qui me font quelque chose et c'est pas écouté. Ensuite, je vais faire un burn-out dans ce processus de procréation médicalement assistée. Alors, j'étais en surinvestissement professionnel. On va pas mettre tout sur le dos des hormones. Il y a un moment, on va se le dire, je travaillais trop. En plus, j'étais en zone d'incompétence. Donc, tout ça a amené clairement à majorer les risques de burn-out. Mais j'ai quand même la sensation d'avoir été un peu poussée du haut de la falaise par les hormones, par le processus de PMA. Et donc, quand je reviens du burn-out, je suis toujours pas enceinte, donc ça fonctionne toujours pas. On continue le processus, etc. Et je vais réussir enfin à avoir un enfant, donc grâce à la PMA, puisque c'est par la fécondation in vitro. Donc clairement, j'avais donné les clés de la maison au médecin. J'avais dit, vous débrouillez comme vous voulez, je fais tout ce que vous voulez, mais je veux un enfant dans ce ventre. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et en fait, j'ai manqué de mourir avec la fécondation in vitro. Donc je me suis retrouvée hospitalisée en risque létal, clairement, parce que j'ai fait une hyperstimulation de stade 4. Du fait de la fécondation in vitro. Donc ça veut dire qu'au tout début de ma grossesse, moi je commence ma grossesse par manquer de mourir du fait de l'hyperstimulation. Alors l'intérêt de la situation, parce que moi quand je raconte l'histoire derrière, j'y vois toujours un intérêt. L'intérêt de cette situation, c'est que je vais être arrêtée mes 3 premiers mois de grossesse et que du coup je vais pouvoir être tranquille pour les vivre, pas avoir besoin de cacher, etc. Parce que dans la banque on dit pas avant 3 mois. Alors maintenant je verrai les choses différemment, mais à l'époque en tout cas c'était comme ça qu'on voyait les choses. Et puis surtout, je vais commencer à me dire, ok, concrètement, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Donc je refais tout le fil de l'histoire, je revois cette histoire de fluctuation, ces hormones, le burn-out, l'hyperstime, et je me dis, mais je comprends rien à ce qui m'est arrivé. En fait, oui, j'ai vraiment donné les clés et j'ai rien compris. Et donc là, je vais commencer à faire mes recherches par moi-même pour comprendre. J'étais passionnée de biologie étant jeune, j'avais commencé un doc de biologie à la fac en cours du soir quand j'étais toute jeune. Et je vais un peu reprendre les choses, mon bâton de pèlerin, me dire ok, concrètement, c'est quoi un cycle menstruel, il s'est passé quoi pendant la PMA, qu'est-ce qu'on m'a injecté, quels sont les effets, quelles sont les recherches sur le sujet. Je vais contacter des chercheurs. Tu vois, alors qu'il n'y a pas de projet, c'est pas du tout un projet professionnel. À l'époque, moi, je travaillais dans la banque et j'ai pas du tout prévu d'en sortir. Mais je vais commencer à me dire ok, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et donc ça part de là, ça part de qu'est-ce qui m'est arrivé. Et puis ensuite, il y a un deuxième, donc ça c'est le premier jalon, et là je comprends un peu ce qui m'est arrivé, et je me dis, il se passe un truc pendant le cycle menstruel de fou, et puis cette histoire que le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un diagnostic définitif où j'aurai jamais un cycle normal, je suis pas sûre, vu ce que j'ai trouvé. Enfin, tu vois, ça remet un peu en question tout ce que m'ont dit les médecins. Et donc il y a ce premier jalon, et puis le deuxième jalon qui va arriver au moment de la naissance de ma fille. Moi je suis enceinte d'un bébé, mais je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, et donc au moment de sa naissance, je découvre que c'est une fille sur la table d'accouchement, et en fait à l'intérieur de moi, une de mes premières pensées, je pense même ma première pensée, c'est qu'est-ce que j'ai fait d'avoir mis une fille au monde dans ce monde-là. Je m'attendais pas à avoir cette pensée, vraiment elle m'est tombée dessus. Je suis même pas sûre de la penser encore aujourd'hui, mais en attendant, c'est ce qui m'arrive à ce moment-là. Blindée d'hormones, c'est le cas de le dire, de la naissance. Et à ce moment-là, la seule solution pour survivre à cette question-là, c'est de me dire, maintenant, j'ai 18 ans, parce que dans ma tête, j'ai 18 ans avant qu'elle quitte le cocon familial. Alors, elle fera bien ce qu'elle veut, mais dans ma tête, à ce moment-là, j'ai 18 ans pour changer le monde. Pour quelque part qu'elle puisse s'envoler dans un monde qui me semble plus juste, et dans lesquels les femmes peuvent être à leur juste place sans que ça pose question, quoi. Et donc, voilà, la deuxième épiphanie, c'est celle-là, c'est de me dire j'ai 18 ans pour changer le monde, et à partir de là, je vais cheminer pour essayer de comprendre qu'est-ce que je peux faire. Et puis, donc, ce sont les petites graines, c'est le cas de le dire, de Kiffe ton cycle, qui arrivent c'est ça. Quelques mois, années juste après. Ouais, alors après, moi, je vais commencer d'abord dans cette quête de changer le monde par puisque moi, j'étais formée en approche neurocognitive et comportementale. Donc, je vais commencer d'abord par faire de l'accompagnement parental et de l'accompagnement des femmes pour l'empowerment, en tant que coach, on va dire classique, parce que je me dis que ça passe par là, l'empowerment. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, dans mes séances de coaching, plusieurs fois, je me retrouve à dire à des femmes, mais t'en es où de ton cycle? Tu sais, quand elles me disent, mais il y a tout qui s'effondre, je me remets à gueuler sur mes gosses.
Ou alors, j'ai plus du tout confiance en moi, ou j'étais en train de négocier tel salaire, et puis en fait, j'ai perdu toute confiance en moi, je pouvais plus. Et en fait, je me retrouve plusieurs fois comme ça à dire à mes clientes, t'en es où de ton cycle ? Et en fait, c'est là la graine se fait. Et c'est là où il y a donc une de mes clientes qui me dit, Miguel, faut que tu m'en parles de cette histoire de cycle, parce que je peux te dire où j'en suis, mais moi je comprends rien à ce que tu me dis. Et donc là, je vais commencer, je vais réunir mes clientes grâce à elle, grâce à cette première cliente qui me dit ça comme ça. Je les réunis et je leur dis, écoutez, je vous fais une réunion pour vous dire ce que je sais du cycle. On verra bien ce que vous en ferez, mais au moins vous aurez les éléments. Et puis petit à petit, je vais me rendre compte que ce sujet, c'est peut-être justement en fait l'empowerment que je traite dans mes séances. Il y a plein de coachs qui sont capables de le traiter, mais je me dis, mais le cycle là, on est devant un tabou énorme. C'est vécu par une immense majorité des femmes qui se retrouvent face à ces fluctuations sans comprendre pourquoi elles les ont, qui du coup peut-être perdent confiance en elles une fois par mois et comprennent pas pourquoi. Peut-être qu'à cause de ça, elles osent pas postuler pour des postes. Peut-être qu'à cause de ça, et tu vois, je commence à dérouler le truc avec les douleurs, avec tout ça, et je me dis mais c'est un truc énorme en fait. Et c'est ça, la naissance de Shift en cycle, ça va être de dire ok, il y a plein de coachs qui sont capables de faire ce que je fais en cabinet. Par contre, quelqu'un qui va vraiment aller s'attaquer au tabou, le brisant en 1000 morceaux, ramener de la science dedans, ramener de l'envie de créer une communauté et puis sortir aussi, parce qu'à ce moment-là, on parle du cycle, je suis pas la première à en parler, hein. On parle du cycle, mais on parle du cycle sous un angle très spirituel. Donc c'est le féminin sacré, etc. Donc je suis clairement pas la première à en parler. Mais moi, cette spiritualité-là, elle me parle pas. Tu vois, j'ai une spiritualité intérieure très forte, qui m'est assez intime. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment une zone, tu vois, ça fait partie des zones que je considère comme intimes. Et du coup, quand je vais dans ces cercles où on me parle d'une spiritualité imposée du féminin sacré, je dis, mais c'est pas moi, ça marche pas, ça rentre pas dans mes petites cases à moi. Et donc, je me dis, mais en fait, il y a rien si on n'accepte pas cette spiritualité aujourd'hui. Il y a rien. Et oui, donc, c'est vrai, c'était le désert. À ce moment-là, en tout cas, c'était ça. Et moi, je me reconnais de moins en moins. J'adore aller dans les festivals du féminin sacré, j'adore tout ça, mais je me reconnais de moins en moins parce que je me dis, mais ça exclut tellement de monde. Alors que ce phénomène physiologique, il a rien à voir avec la spiritualité. Et après, on peut y mettre de la spiritualité, mais il n'a pas besoin d'être collé avec une spiritualité imposée. Donc, il y a déjà ça. Et puis la deuxième chose, c'est que je me dis, dans cette présentation qui est faite dans le féminin sacré, il y a des choses qui sont biologiquement fausses, en termes de durée, en termes de réalité de ce que moi je vis avec mon syndrome des ovaires polykystiques, mais en termes, tu vois, et là je me dis, on a idéalisé, il y a, tu vois, la femme idéale, je dis bien la femme, je déteste utiliser ça, mais là c'est ce qu'on me présente, c'est la femme idéale qui ovule à la pleine lune, qui saigne à la nouvelle lune, et qui, tu vois, et cet élu-là, moi je serai jamais cette personne-là. Tu vois, c'est-à-dire que moi, à ce moment-là, j'ai encore un cycle qui fait un temps, qui fait 50, 60 jours, tu vois, je suis en train de trouver les moyens de le réguler. Aujourd'hui, mon cycle est plus régulé, mais je saigne toujours pas à la nouvelle lune, et de toute manière, je fais toujours pas 28 jours, donc ça marche pas, tu vois. Et donc, je me dis, je serai jamais celle-là, mais combien seront jamais celles-là? Et pourquoi ne pas aller s'adresser aux vraies personnes qui vivent les choses plutôt que de créer une égérie, un idéal qu'on sera pas, tu vois. Il y a moins de 13% des femmes qui ont un cycle de 28 jours aujourd'hui. Donc on n'est pas sur une majorité. On est sur une... Donc après, pour qu'en plus il soit collecté, aligné au rythme de la lune et tout, je veux dire, tu te craches, quoi. Je veux dire, c'est ridicule. Donc j'ai entendu ça, je ne crache surtout pas dans cette soupe-là parce qu'encore une fois, j'ai eu plaisir et j'aurai encore grand plaisir à y aller, moi, pour passer un bon moment, pour être entre femmes, etc. Mais ça ne me parle pas, ça me parle de moins en moins, et je vois à quel point ça exclut et les avancées scientifiques et la réalité du terrain, et donc là pour le coup je me dis ok, ça je prends cette place-là, d'amener quelque chose de plus scientifique, de plus concret, de plus pragmatique, qui mêle à la fois la science et aussi l'empirique, c'est-à-dire d'aller rassembler des grosses quantités de personnes et de leur demander qu'est-ce que vous vivez. En tant que femme d'aujourd'hui, femme active,
Parce que ça joue aussi beaucoup. Peut-être qu'à certains moments, les femmes se mettaient en pause pendant leurs règles, et là, toi, quand tu t'es emparée du sujet, c'était pas le cas, même si c'est en discussion aujourd'hui. Donc c'est là, en fait, que tu as positionné Kiffe ton cycle à cet endroit-là, et que tu as commencé à rassembler et à fédérer des femmes qui sont venues témoigner, que tu as pu aussi enseigner quelque part. Et tu étais sur ce positionnement. Donc, c'est là que tu as construit cette marque, puisque moi, je parle d'une marque, Kiffe ton cycle. On est d'accord, c'est une marque. C'est même pas le nom de l'entreprise, donc c'est une marque. Voilà, et puis tes offres. Et le message clé que tu voulais faire passer, c'était quoi? C'était initier à ces connaissances que toi, tu avais défrichées. C'était retrouver la conscience de vous et de votre cycle, parce que vous pouvez aller chercher beaucoup de choses dans ce cycle. Enfin, c'était quoi le message principal? Alors, le message clé, il a évolué. Ouais. Le message clé au démarrage, c'était faites de votre cycle un allié, appuyez-vous sur lui. C'est tellement une chance de l'avoir. Ça, c'était le message clé que moi, je voulais amener au monde. Et quand je dis qu'il a évolué, c'est que aujourd'hui, je pense que le message clé que je veux faire passer, d'ailleurs, c'est la baseline sous la marque, tu vois, dans le logo, c'est en fait le bien-être menstruel. C'est le fait qu'on ait le droit et qu'on doit diffuser le bien-être menstruel. Et la baseline, c'est « Osons le bien-être menstruel ». Parce qu'en fait, ce que j'ai remis à l'intérieur de tout ça, c'était toutes les personnes qui souffraient. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire « Appuie-toi sur ton cycle », mais tant que t'as pas compris pourquoi tu souffres, comment faire pour aller mieux, éventuellement, si c'est possible. D'ailleurs, c'est pas toujours possible, je le pose ici. Je suis pas en train de dire qu'on a des baguettes magiques pour tout, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe dans ma souffrance? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et pourquoi je souffre, et est-ce que je peux améliorer cette situation-là? Tant qu'on n'a pas compris ça, en faire de son cycle un allié, c'est un petit peu vain. Mais oui, c'est pas la première étape. Il faut d'abord trouver un apaisement, une quiétude. C'est ça. Donc ça passe pour moi aujourd'hui par les étapes qu'on met en place aujourd'hui dans l'entreprise, c'est-à-dire l'éducation menstruelle. Et on a un gros pôle là-dessus, avec aujourd'hui plus de 130 ambassadrices qui font des ateliers d'éducation menstruelle partout sur le territoire, qui sont éducatrices menstruelles. Quand je dis le territoire, c'est le territoire francophone, parce que certaines sont en Afrique, en Israël, dans le nord de l'Europe. Enfin, il y en a un peu partout, et il y en a même qui sont dans des pays non francophones et qui ont fait elles-mêmes les traductions. Et donc, c'est effectivement l'éducation menstruelle. Vraiment, c'est la base. Nous, on voudrait qu'aujourd'hui, tous les jeunes, garçons comme filles d'ailleurs, passent par des sessions d'éducation menstruelle pour comprendre ce mécanisme, comprendre la complexité de ce mécanisme et aussi tout ce qu'il apporte, et qu'on arrête de considérer que c'est... En fait, moi, quand j'ai commencé, en gros, tout le monde disait « mais c'est le coup de pas de chance, quoi ». Le seul avantage d'avoir un cycle, c'est de pouvoir avoir des gosses. Vraiment, c'est ce qu'on entendait. Et j'aimerais tellement qu'on renverse ça. Mais pour renverser ça, il faut qu'on arrête de penser que c'est normal de souffrir. Faut qu'on arrête d'entendre des médecins le dire. Tout ça, c'est plus possible. Et donc, tout ça, ça passe par l'éducation menstruelle, parce que nous, on le voit, notamment avec les jeunes, quand on va dans les établissements scolaires, et bien, quand on sort, leur discours, il change radicalement. Et quand on entend un garçon dire « Ah, mais maintenant que j'ai compris tout ça, finalement, moi aussi, je trouvais ça sympa d'avoir mes règles », on se dit qu'on a gagné quelque chose. Et quand il dit « Bah, moi, je vais mettre des protections périodiques dans mon sac, parce que si j'ai une copine qui a ses règles, je pourrais la dépanner », on se dit que là, on a tout gagné, quoi. Ah, bah oui. Donc... Et là, donc, c'est un énorme travail, parce qu'à partir du moment où on est dans l'éducation, dans la transmission, dans cette pédagogie, et en plus, cette pédagogie, on va dire, quasiment universelle, puisque là, vous traitez à la fois les garçons, les filles, et puis sur des grands territoires, c'est beaucoup de travail de fabrication d'outils, de création de contenu. J'imagine que toi, t'as étoffé énormément et enrichi toutes tes connaissances pour pouvoir après les diffuser, les divulguer au plus grand nombre. Ouais, mais ce qui est génial là-dedans, c'est que franchement, je l'ai pas fait toute seule. Parce que justement, en fait, ce qui se passe, c'est que les ambassadrices, elles créent avec nous chaque année des nouveaux ateliers. Il y a une co-création permanente. Encore ce matin, j'étais en train d'échanger avec elles, parce que finalement, les anciennes vont certainement revenir avec nous pour recréer d'autres ateliers, etc. Elles créent entre elles. Il y a une association qui a été montée entre elles. Et donc, en fait, il y a énormément de matériel qui est fait par elles. Donc, moi, je fais des choses. À chaque fois que je peux en faire, j'en fais. Mais il y a aussi toute cette émulation qu'on a réussi à créer dans le réseau des ambassadrices. Et les idées qu'elles ont, il y en a plein que j'aurais jamais eues. Parce que j'ai pas les compétences, parce que c'est pas mon appétence, parce que c'est pas mon idée. Et je trouve ça magique, parce qu'ensuite, elles les déversent dans un pot commun qui est notre référentiel des ateliers.
Et en fait, c'est ça le truc, c'est que dans le système Kiffe ton cycle, moi, je me vois pas comme quelqu'un qui envoie tout et puis ensuite diffuser. Je nous vois, tu sais, j'aime bien dire, nous, c'est le bateau amiral avec Sophie Laure, qui est aujourd'hui mon associée, puisqu'il y a une associée qui m'a rejoint ensuite dans l'équipe. Et donc, nous, on est le bateau amiral, tu vois, mais un petit bateau mouvant, qui bouge vite, qui se met en action, etc. Et puis on a tous les petits bateaux de la flotte, tu sais, comme au départ du Vendée Globe ou des choses comme ça. Et ben on a tous les petits bateaux de la flotte qui sont les ambassadrices et qui elles aussi apportent leur pierre à l'édifice, elles aussi parlent à des politiques, se mettent en action, font bouger les choses, etc. Donc c'est ça qui est génial, c'est de pas être seule là-dedans, quoi. Donc, Kiffe ton cycle, c'est du collectif. Clairement, c'est l'idée. Après, ça reste une entreprise et c'est un vrai choix, pour le coup, que ce soit une entreprise. Mais tu vois, toutes les ambassadrices, elles-mêmes, elles sont indépendantes. Il n'y a pas de lien capitalistique avec nous. Elles sont complètement indépendantes et elles ont elles-mêmes leurs propres entreprises ou leurs propres micros ou leurs propres associations. Ça dépend des formats. Mais en tout cas, elles ont cette indépendance-là parce que j'ai aussi envie d'œuvrer pour l'empowerment des femmes et que dans cette dynamique-là, elles soient aussi dans leur propre empowerment. Alors justement, si on parle finance, c'est un peu ton dada, et ambition, c'est aussi ton dada. Là, j'imagine que là, donc vous êtes 2 maintenant dans l'entreprise. Oui, on est 2 associés. Toi et ton associé. Ouais. Là, bon, tu es à nouveau sur la planche, en train de surfer. Ah oui, là, ça surfe là en ce moment. Il y a beaucoup de projets, donc on pourrait dire qu'on est en belle prise d'élan là. D'accord. Et est-ce que, quelles sont les étapes d'après? Quel est le plan de construction, la vision pour Kiffe ton cycle, là, dans les, je sais pas, 2 à 5 ans à venir? Ouais, la vision, c'est de créer un métier, le métier d'éducatrice menstruelle, le métier pour lequel on certifie déjà à la sortie de l'académie Kiffe ton cycle, mais qui est un métier aujourd'hui qui n'est pas existant dans les tablettes officielles. Alors, moi, c'est pour ça que j'appelle les femmes qui se forment actuellement avec nous, c'est les warriors, parce qu'en fait, elles se forment à quelque chose qui n'est encore pas reconnu. Mais dans ma vision, c'est de faire en sorte que ce soit un métier reconnu. On va travailler pour ça. Que pareil, la formation puisse être reconnue, parce qu'elles font 6 mois de formation avec nous. À côté de ça, on sait que il y a certaines associations où les bénévoles vont faire 2 heures de mise à niveau, tu vois. C'est pas la même chose. Et clairement, ce dont on se rend pas compte avec le cycle, et c'est tout le problème, c'est tout ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on pense qu'on sait. Tu vois, j'ai fait une formation il y a pas très très longtemps auprès d'agricultrices, et c'est la première fois qu'on demandait à des femmes que je formais de se noter au préalable et de se noter à la fin. Et donc, elles devaient se noter en niveau de connaissance sur différents items qui étaient abordés dans la formation, sur 5. Et puis, elles se notaient à la fin, en fonction de ce qu'elles avaient appris. Et en fait, il y en a pas mal qui s'étaient notées entre 4 et 5 sur plusieurs items. Et à la fin, donc j'en avais 13 et il y en a 6 qu'on demandait, est-ce que je peux me sous-noter par rapport au début? C'est-à-dire, est-ce que je peux revenir sur ma note du début parce que je me suis surnotée? Je croyais que je savais, en fait, je savais pas que je savais pas. Et le problème dans le cycle qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes se disent, mais oui, bien sûr, moi, je suis capable de faire de l'éducation menstruelle, bien sûr que je sais. Et le problème, c'est les fausses réponses qu'on va donner à nos jeunes, à nos moins jeunes, parce qu'on en fait aussi dans les entreprises, par exemple. Le problème, c'est les erreurs qu'on va faire. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans le langage commun, que même des médecins continuent de transmettre, qui sont faux. Des choses qui sont fausses. Et donc, si on n'est pas vraiment formé, quand les questions arrivent, quand on arrive dans la zone questions-réponses, etc., eh bien, en fait, déjà, c'est compliqué de dire je ne sais pas quand je suis pas formée. Alors, quand je suis formée et que je sais que j'en ai sous le pied, a priori, si je ne sais pas, c'est que j'ai une bonne raison de ne pas savoir. Donc, c'est déjà plus facile. Et puis surtout, ça permet d'avoir des réponses concrètes, de vraies réponses dans cette zone de questions-réponses. Et nous, on voit que ce soit dans les établissements scolaires ou dans les entreprises, parfois le niveau des questions posées, ou même sur nos réseaux sociaux, quand on voit le niveau des questions posées, faut en avoir sous le pied pour répondre, en fait. D'où les 6 mois de formation. D'où les 6 mois de formation. Donc, dans notre vision, c'est un métier, éducatrice menstruelle. Il y a des heures, des endroits aménagés de façon à ce qu'on fasse en sorte que toute la population, sur une certaine classe d'âge, aujourd'hui on dit dans l'idéal, ça serait même en primaire, que toute la population passe par de l'éducation menstruelle, qui n'est pas de l'éducation sexuelle. Ce sont 2 choses différentes. Et c'est vraiment important d'avoir en tête que ce sont 2 choses différentes, que dans notre vision aussi, dans les entreprises, on s'intéresse au bien-être menstruel
des collaboratrices, on met des protections périodiques accessibles, on a des systèmes qui permettent à celles qui souffrent de pouvoir avoir des zones de repos ou à même celles qui sont fatiguées, on facilite la vie des personnes qui sont en souffrance. On œuvre, d'ailleurs, on a œuvré auprès de députés qui l'année dernière ont fait une proposition conjointe sur l'arrêt menstruel. On œuvre aussi pour que ça soit bien fait dans notre société. Enfin, tu vois, c'est vraiment global. Une vision, c'est une vision politique des choses, politique au sens noble du terme, dans le sens politique, la cité, tu vois. Mais oui. Pour moi, quelque part, j'arrêterai avec grand plaisir mon métier le jour où le bien-être menstruel sera devenu la norme, que les souffrances seront prises en charge et que tout le monde comprendra quel est ce mécanisme, quoi. Et justement, alors là, est-ce que peut-être tu peux nous dire un mot sur est-ce que ça a frotté par rapport aux institutions, juste, voilà, j'avance à pas feutrer. Ouais, c'est ça, c'est complexe parce qu'en réalité, oui, il y a eu des frottements. C'est-à-dire, oui, il y a des personnes qui ont dit, entre guillemets, des choses sur nous, ça c'est clair. Le problème, c'est de savoir d'où ça vient. Est-ce que ça vient du fait qu'on est bien référencé sur Google et que du coup on est tombé entre les mains de personnes qui ont fait des recherches rapides sans se poser de questions, ou est-ce que ça vient de personnes qui ont plus intérêt à faire une forme de lobbying ou quelque chose comme ça? On ne sait pas aujourd'hui où ça frotte, pour être sincère. On n'a pas encore identifié les personnes qu'on dérange. Oui, forcément. Je veux dire, aujourd'hui, le marché de la douleur menstruelle est un marché énorme financièrement. On le voit qui flambe en plus en ce moment, et puis nous on arrive en disant mais peut-être qu'en regardant votre mode de vie, en regardant l'alimentation, le niveau de stress, qu'est-ce qui se met en place, etc., il y a peut-être des choses qu'on peut bouger. Alors je parle pas des maladies chroniques là, je suis en train de parler déjà du simple fait de la personne qui est pas malade mais qui souffre. Le syndrome prémenstruel, où tout le monde a considéré que c'était normal et du coup on nous vend à tire-larigot à des petites gummies pour régler le syndrome prémenstruel. Nous on vient dire non, mais si on comprend comment se construit le syndrome prémenstruel, il y a des choses à faire avant d'avaler des gummies, quoi. Donc, et tout un tas de choses comme ça. Donc oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois on est plébiscité parce que moi j'ai été accueillie en commission pour pouvoir parler du sujet quand il y avait justement le projet de loi sur l'arrêt menstruel. J'ai été accueillie à Public Sénat sur un plateau avec une sénatrice qui présentait aussi un texte sur l'arrêt menstruel, Hélène Conway-Mouret. J'ai pas envie de dégratigner son nom, mais en tout cas qui présentait aussi un projet de loi. Donc quelque part on est reconnu comme étant un interlocuteur intéressant, sinon on ne serait pas invité dans ces endroits-là, et avec plutôt un très bon contact, parce que quelque part on leur apporte du concret. Moi aujourd'hui je suis dans le concret. Concrètement, qu'est-ce que peut faire une entreprise? J'ai une liste détaillée. Je vais pas faire des salam alek dans tous les sens, etc. Je dis voilà ce qu'il faut, c'est ça. Et donc on apporte du concret et on est apprécié à ce niveau-là. Après, on n'est pas médecin. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas sage-femme. Et donc certains voient d'un mauvais œil l'idée que je puisse prendre la parole sur le sujet. C'est ok. Je me suis même demandé si à un moment je reprenais médecine ou quoi, et figure-toi, j'en ai discuté avec quelqu'un qui a repris des études de médecine un peu pour des questions analogues, et qui m'a dit je me fais défoncer en permanence parce qu'en fait je suis pas la tête, tu vois. Et donc quelque part, si moi j'arrive avec tout aujourd'hui l'affichage que j'ai, etc., même si j'arrivais à passer PACES, ce qui est pas sûr du tout, ce qu'on soit bien clair, je suis pas du tout sûre de réussir les concours, mais même si j'y arrivais, en fait il y a des chances que je me fasse vite blacklister, que ça pas trop d'intérêt pour moi à passer de ce côté-là. Après, j'aime beaucoup, tu vois, c'est ce que je transmets aux ambassadrices. Moi, j'aime beaucoup alors, peut-être que j'utilise mal cette métaphore, mais j'appelle ça la politique du centième singe. C'est-à-dire, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, mais peut-être que j'utilise pas bien, c'est pas grave. En gros, j'aime beaucoup l'idée qu'une idée, quand elle se propage dans la société, à un moment, elle devient instoppable, inarrêtable. Et que pour la faire se propager dans la société, j'ai beaucoup plus intérêt à aller avec les personnes qui ont envie de m'entendre, qui ont envie de propager cette idée-là, que d'aller enfoncer des portes de personnes qui n'ont pas envie de m'entendre parler. Et donc aujourd'hui, je suis clairement pas dans un militantisme acharné de me dire tout le monde doit être d'accord avec moi. Par contre, j'œuvre pour les petits pas de façon à ce qu'à un moment, cette idée soit inarrêtable. Tu vois, que ça devienne normal, c'est une évidence. Et donc,
c'est ça mon travail du quotidien. Donc en réalité, des frictions, il y en a peu parce que mon travail du quotidien, c'est pas d'aller convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Oui. C'est nourrir la vague pour qu'elle soit très grosse et qu'elle c'est de dire chaque personne qui a envie de s'informer, de comprendre, qui voit quelqu'un souffrir dans son entourage, qui voit quelqu'un qui soit pas bien avec le cycle, et chaque personne à qui on a dit c'est normal de souffrir ou t'as pas de chance d'avoir un cycle, que ces personnes-là puissent avoir un espace et Kiffe ton cycle, c'est ça, les réseaux de Kiffe ton cycle, pour venir poser ces questions, essayer de comprendre ce qui se passe. Et à un moment, la vague va devenir inarrêtable. Et en tout cas, ça, c'est ma vision des choses. Elle est en cours. Clairement. Et je vous assure, c'est pas facile d'arrêter une vague. Donc, clairement, on va pas l'arrêter. On le sait. Voilà. Gaëlle, on arrive déjà à la fin de notre entretien. C'est passé hyper vite. Est-ce que tu peux nous partager tes meilleurs tips, tes meilleurs conseils pour les personnes qui pensent à entreprendre ou qui sont en démarrage d'une entreprise et qui veulent développer leur entreprise tout simplement? Je sais que pour toi, c'est hyper important d'être à ta place, de te sentir épanoui et d'être justement dans cet alignement de valeurs et de bien-être. Quels sont tes meilleurs tips pour ça? Moi, je dirais le premier, c'est celui que j'utilise. Puis là, je refais une école pour justement continuer d'utiliser, c'est d'être accompagnée. Notamment, moi, je trouve que l'outil du coaching est super intéressant. Quand je dis que je refais une école, c'est que là, je suis en train de refaire une école de coaching. Parce que je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix pour se faire coacher. Et continuer d'apprendre des choses parce que je pense qu'effectivement on ne voit pas certains déblocages qui sont assez visibles pour n'importe quelle autre personne qui nous accompagne. Donc ça déjà, je pense que de pas être seul, c'est vraiment un truc essentiel. Et l'autre chose, c'est tu vois, j'en discutais avec mon conjoint hier parce qu'il avait une idée et en fait il en a parlé à 2 personnes différentes et il y en a une qui l'a challengé tout de suite sur le modèle économique et l'autre qui était en train de parler du concept, du projet, etc. Et il se disait, finalement, la deuxième personne, elle a moins les pieds sur terre. Et en fait, je dis, je suis pas sûre. Parce qu'en fait, si on regarde les entreprises, moi, je regarde toutes les entreprises autour de moi, y compris Kiffe ton cycle, mais les autres aussi. En fait, le modèle économique, bien souvent, il a pivoté 2-3 fois dans les premières années. C'est vrai. Alors que la vision, elle, c'est celle qui a porté le truc. Et donc, vouloir absolument avoir un modèle économique clé en main, avant qui de démarrer, à fond le truc et tout, avant de démarrer, et moi aujourd'hui, je pense que c'est une bêtise parce que j'ai lu énormément de biographies de personnes qui m'inspirent, qui ont créé des grandes choses. En fait, ils avaient une vision et le comment s'est changé 100 fois peut-être sur le processus. Et oui, la moi, forme. Je vois Kiffe ton... moi, je vois Kiffe ton cycle. À la base, c'était des conférences qui ensuite se sont transformées en livres, qui maintenant sont des programmes en ligne. Je savais même pas que les programmes en ligne existaient. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça qui s'est mis en place. Et donc, vouloir absolument avoir un modèle économique hyper carré parce que je veux que mon business plan tienne la route et tout. Très bien, que ça marche sur le papier, c'est très bien, c'est rassurant, ça rassure les banquiers et tout ça. Mais je pense que par contre, avoir une vraie vision, moi, je veux changer le monde, je le dis. Je pense que ça donne de l'énergie tous les matins pour se lever, quoi. Et puis pour s'adapter à la forme que va prendre cette vision dans le concret. Et puis, les modèles économiques, il vient aussi des opportunités, des gens qu'on croise. Vraiment, moi, c'est venu à certains moments quand je parlais de ce partenaire-là, au moment où l'entreprise a touché 0 et qu'il y a ce partenaire qui arrive et qui me permet de remonter un peu en trésorerie et hop, ça me redonne de l'air. Jamais je l'aurais pu le mettre sur un business plan. Je dirais, il est sorti de nulle part. J'ai entendu une de ses conférences l'été, je l'ai appelé au culot, il m'a dit ok, je viens. Et puis voilà. Ça s'est vraiment passé comme ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire aussi que vouloir absolument avoir un truc hyper bordé, parfois peut bloquer le fait qu'on va rencontrer des gens, que nos idées rencontrent aussi. Elles font leur chemin. Et elle rencontre des gens qui vont venir nous aider. Enfin, aujourd'hui, Kiffe ton cycle serait pas Kiffe ton cycle sans Sophie Laure, qui est mon associée. Sophie Laure, je l'ai rencontrée au milieu de la forêt, dans une balade entre voisins, dans un truc totalement improbable. Non, mais c'est ça. Et donc, si j'avais fait mon business plan, bien sûr que je pouvais pas le faire avec tout ce qu'a apporté Sophie Laure derrière. Et puis, tu l'aurais même pas vue, Sophie Laure. Non, parce qu'elle faisait pas partie de tes plans. Elle faisait pas partie de mes plans. Donc en fait, être ouvert et avoir une vision, partager sa vision et voir qu'est-ce que notre vision rencontre. Tu vois, pourtant je suis une ancienne banquière. J'ai demandé des business plans à mes clients pour les financer. Tu vois. J'imagine. Mais je pense que c'est important de voir à un moment que ça se concrétise en finance. Bien sûr, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais ça serait dommage de pas démarrer
super projet, j'allais dire un gros mot, un super projet, parce que à date, je vois pas quel va être le business model. Ouais. Je partage à 1000% ton avis, puisque l'expérience m'a montré à chaque fois que la vision est toujours plus importante que la planification économique. Est-ce que tu peux me dire qui tu aimerais entendre sur ce podcast, si tu as une idée comme ça qui te vient, sinon tu me la transmettras plus tard. Là, comme ça. Non, mais ça viendra, tu me l'enverras après. Avec grand plaisir. En tout cas, on peut retrouver Kiffe ton cycle partout, en librairie, sur votre site internet, on peut devenir ambassadrice. Voilà, il y a 1000 propositions, les offres sont hyper riches, donc merci pour ça. Il ne faut pas hésiter à aller voir nos réseaux sociaux, Instagram notamment, c'est là où je mets le plus de choses. Et puis, donc, le livre Kiffe ton cycle, c'est pour les adultes, et le livre Kiffe tes règles, c'est pour les jeunes à partir de 10 ans. Ouais, merci beaucoup pour toutes ces créations. En tout cas, je te remercie Gaëlle sincèrement pour ce moment que tu as consacré à Flamboyante, et je te souhaite des belles vagues, des belles sessions de surf, et toujours des créations qui nous amènent à être mieux informés, à mieux nous connaître et à aller de l'avant nous aussi en tant que femmes, jeunes filles, et puis même les jeunes hommes et les hommes. Ouais, j'en profite juste le tout dernier tips quand même. Oui, c'est si vous avez un cycle menstruel, appuyez-vous dessus pour entreprendre. Honnêtement, c'est votre meilleur allié. Bah oui, voilà, mais on est là pour ça. C'est pour ça que je t'interviewe aujourd'hui. Bon, merci beaucoup Gaëlle. Et merci, salut. À très vite. Au revoir. Au revoir. Et voilà, vous venez d'écouter un épisode du podcast Flamboyante et Entrepreneur. Si vous avez aimé, je vous remercie par avance d'aller déposer un avis 5 étoiles avec un commentaire sur Apple Podcast, de bien évidemment partager cet épisode sur l'ensemble de vos réseaux, d'envoyer le lien à votre tante, à votre amie, n'hésitez pas. Et si vous avez une super idée d'une femme flamboyante que je pourrais interviewer, envoyez-moi son nom et ses coordonnées s'il vous plaît. Cet épisode a été réalisé et créé par Sabine Reynard. Le montage a été fait par Karina Michel et je remercie très sincèrement Laure Brignone pour ses conseils techniques. Si vous souhaitez me joindre, si vous avez vous-même envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous souhaitez recevoir des conseils à propos de votre positionnement, de votre posture, de l'identité de votre marque, de comment créer vos offres, de comment révéler votre univers de marque et votre identité en vous rendant visible et accessible, n'hésitez pas à me rejoindre au www.sabinereynard.com et puis vous pouvez me joindre sur toutes les plateformes d'ici là. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h pour un nouvel épisode.